One giant leap for mankind. Aujourd'hui dans Road Story, dans Histoire d'auto, on va vous raconter une histoire qui s'éloigne un peu du domaine automobile pour rejoindre celui des étoiles, puisqu'on va vous raconter le rôle de Ford dans la conquête spatiale et notamment dans la mission Apollo 11 de la NASA pour conquérir la Lune. On se rappelle tous, bien sûr, de cette phrase qui est entrée dans l'histoire de l'humanité de Neil Armstrong. Mais on croyait tout connaître en fait sur la conquête spatiale et sur l'histoire de la conquête de la Lune, mais vous allez voir qu'on peut encore en apprendre. Au moment où les paroles de Neil Armstrong résonnent dans le centre de contrôle de la NASA à Houston, les acclamations éclatent simultanément à Mission Control dans le monde entier. L'événement est bien sûr radiodiffusé, télédiffusé à travers le monde entier, et cette fois c'est fait. Le module lunaire Apollo 11 vient d'atterrir sur la Lune. L'histoire de la conquête de la Lune par l'homme est ancrée dans l'imaginaire collectif, mais 51 ans après cet exploit, vous serez sûrement surpris d'apprendre que la Ford Motor Company y a joué un rôle important dans la mission Apollo 11. L'histoire commence avec Philco, fondé en 1892 pour produire des lampes avant de passer à la production de batteries, de radio ou de télévision. En 1953, les ingénieurs de Philco inventent le transistor à barrière de surface. Il s'agit du premier transistor haute fréquence qui permet alors le développement d'ordinateurs haute vitesse. En miniaturisant et en perfectionnant le transistor, Philco commence à intéresser l'armée américaine et la NASA. Mais le développement de Philco coûte cher et l'entreprise se retrouve rapidement à court de cash. En 1960, Philco doit absolument trouver un partenaire aux reins solides pour continuer à exister. Au même moment, Ford cherche à se diversifier pour être moins dépendant de l'industrie automobile. À Detroit, on se montre intrigué par les technologies innovantes développées par Philco. En 1961, Ford se porte acquéreur de Philco, l'intègre à sa division aéroneutronique et englobe le tout dans une nouvelle entité appelée Philco Ford. En 1963, la NASA doit équiper son Mission Control Center, indispensable à la conquête de la Lune, et fait appel aux géants du secteur qui sont IBM, RCA, Lockheed, Hughes Aircraft ou encore AT&T. Face à ces mastodontes, Philco Ford fait figure d'outsider, mais décroche finalement bon nombre de contrats pour finalement devenir le maître d'œuvre de ce chantier. Plus tard, Walter Laberg, directeur des opérations de Philco Ford Houston, dira dans une interview: s'il n'y avait pas eu la fusion avec Ford, l'entreprise n'aurait probablement pas pu prétendre décrocher l'appel d'offres en raison de l'ampleur des ressources d'ingénierie requises. Cette fois-ci, la conquête de la Lune va pouvoir commencer et Ford aura sa part du gâteau. Le rôle et les responsabilités de Philco Ford étaient immenses. La mission de Philco Ford était vaste et consistait à résoudre des problèmes qui n'avaient jamais été rencontrés avant. Ça comprend la fabrication, l'installation, le démarrage, les tests du centre de contrôle, au travers de matériel et de logiciels inédits. En bref, on parle de tout ce dont la NASA avait besoin sur le terrain pour assurer un atterrissage sur la Lune. Ramenez toutes ces problématiques dans les années 60 et vous saisirez l'importance des premiers ordinateurs dans ce chantier. En offrant une puissance de calcul jamais vue auparavant, Philco Ford va rendre possible la prise de décision assistée par ordinateur. Pour la première fois, la NASA va pouvoir s'en remettre aux ordinateurs pour calculer la faisabilité de certaines opérations. 2 ans après la signature du contrat, le Mission Control Center est achevé. Il pourra être testé en conditions réelles pour la mission Gemini 3 en mars 1965. La NASA peut enfin déménager ses opérations de contrôle de Cap Kennedy au Manned Space Center de Houston. En plus de la conception et de la construction du centre de contrôle, Philco Ford fournit du personnel technique ainsi que des ingénieurs pendant toute la construction et pendant les missions.
À chacune d'entre elles, on parle du changement de 2 millions de câbles. On effectue 1500 contrôles via la télémétrie, de la santé de l'astronaute aux données de vol. Le Mission Control Center abrite alors le plus grand ensemble d'équipements de commutation de télévision au monde. Grâce à ces 5 ordinateurs centraux IBM, tout ce petit monde est contrôlé depuis le sol. L'heure est venue de lancer Apollo 8, qui sera la première tentative de mettre un vaisseau spatial en orbite autour de la Lune, avant de le faire revenir sur Terre. Ça, c'est important. Une mission qui pose de sérieux défis au personnel et aux équipementiers du centre de contrôle. Le principal tient dans la rupture de signal lorsque l'engin passe derrière la Lune. Un immense challenge pour Phil Cofford qui doit faire en sorte de récupérer le signal lorsque le vaisseau repasse du bon côté de la Lune. L'équipement fourni par la société fonctionnera à merveille, permettant aux astronautes de diffuser plusieurs émissions depuis l'espace, à commencer par un message de paix, un soir de Noël 1968. En juillet 69, le moment de vérité est arrivé. Apollo 11 est au centre de l'attention. Le monde entier retient son souffle le 20 juillet. La descente de Neil Armstrong et Buzz Aldrin est diffusée dans le monde entier. Les astronautes mènent une série d'expériences. Pour cela, ils déploient le Early Apollo Scientific Experiment Package. Cet engin est chargé de faire une série de relevés sismiques, météo ou encore de luminosité. Là encore, l'engin utilise la matière grise de la NASA, d'IBM et de Phil Cofford. Mais on se souviendra surtout que la technologie de Phil Cofford permettra de diffuser la voix des astronautes et cette célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité ». Le rôle de Phil Cofford se poursuivra avec Skylab, Apollo-Soyuz et finalement avec les navettes spatiales. Rebaptisée Ford Aerospace and Communication Corporation en 1976, la société fournira des systèmes de communication par satellite. Au début des années 80, Ford Aerospace avait construit plus de la moitié des satellites en communication en orbite. En 1990, Ford Motor Company quitte l'industrie aérospatiale en vendant Ford Aerospace à Loral Corporation. On va terminer sur une phrase de Henry Ford II, qui disait au moment de la conquête spatiale, « Il y a seulement quelques générations, la plupart des hommes vivaient et mouraient à quelques centaines de kilomètres de leur naissance. Maintenant, notre horizon est pratiquement illimité. Si l'homme peut marcher sur la Lune, il peut regarder vers des planètes et au-delà du système solaire, comme Christophe Colomb a dû regarder à travers un océan menaçant. Si nous montrons la même détermination et la même volonté en engageant nos ressources, nous pourrons maîtriser les problèmes de nos villes, tout comme nous avons maîtrisé le défi de l'espace. » Voilà, c'est une histoire que vous pouvez retrouver avec les photos sur roadstory.com.